puisque, je veux dire, quand les conquêtes des îles se sont réalisées par le passé, c'était des ventes de territoire. Et si vous évoquez ça maintenant, c'est très grave. Et donc nous avons survécu à tout cela. Bien sûr, ça a dénaturé, ça a permis de nous éloigner. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour nous rapprocher, pour être plus forts, ne pas penser à... On sait qu'il y a la France avec, je veux dire, nous sommes français par l'histoire, mais nous avons aussi notre culture, nous avons aussi notre relation, nous devons nous développer. Nous sommes des territoires. Et c'est pour cette raison que la fameuse phrase revient, la France ne serait pas la France sans les territoires d'outre-mer. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Alors qu'aux Antilles, l'Afrique est de plus en plus perçue comme un continent d'opportunités sur le plan économique et tant culturel, nous allons découvrir ensemble les nouvelles synergies entre les deux rives de l'Atlantique. Et pour en parler ce soir, nous accueillons Dominique Théophile. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'ancien vice-président du Sénat et le sénateur de la Guadeloupe. Et dernièrement, en mai, l'ambassadeur donc de la RDC en France, Émile Ngom Kassongo, s'est rendu sur votre île à l'occasion de la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est une première historique, car c'est quand même la première fois qu'un ambassadeur africain donc est sur votre île pour participer donc à cette commémoration qui a eu lieu le 27 mai. Mais la question vraiment qu'on se pose là aujourd'hui, c'est pourquoi ça arrivé si tardivement, alors que ça fait 170 ans que vous faites cette commémoration? Il y a toujours un début. C'est avec bonheur, honneur que nous avons reçu l'ambassadeur de la RDC. C'était une promesse et il fallait démarrer un jour. Nos générations avant nous n'ont pas peut-être eu des conditions pour pouvoir le faire. On a jugé utile et c'était pratiquement un devoir de le faire, compte tenu d'une série de choses dont je vais vous expliquer tout à l'heure. Et le président du département, Guy Losbar et moi-même, nous sommes dans une démarche, pas de reconquête de nos origines, mais d'élargir un petit peu le champ avec les pays d'Afrique. Et nous avons jugé utile d'inviter l'excellence, l'ambassadeur de la RDC chez nous pour un début de coopération. Mais justement, qu'est-ce qui bloquait vraiment ce processus-là? Parce que quand même 170 ans, plus de 170 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu peut-être un malaise, un tabou autrefois, ou c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un manque d'initiative? Ce n'était pas forcément utile pour justement les États africains ou les autorités locales de faire ce pas-là? C'est un peu multifactoriel, il y a beaucoup de sujets là-dessus. C'est l'évolution du monde géopolitique, c'est aussi, je veux dire, une génération qui souhaite vraiment aller là où ça a démarré, je dirais ça comme ça. Et puis une volonté de coopération de nos entités. On a bien travaillé en ce qui concerne la Caraïbe. Et le temps était venu pour aller chercher un peu les pays d'Afrique et faire ce lien que nous voulons. Et puis c'était une demande aussi du monde culturel. Donc on s'est plié à toutes ces exigences et le moment était venu pour construire quelque chose, en tout cas un lien avec les pays d'Afrique et surtout des pays qui nous paraissent un petit peu nécessaire à visiter et à faire partager un certain nombre de choses avec nous. Et justement, là, comment vous définirez les liens entre l'Afrique et les Antilles? Alors, déjà, historiquement, il y a des liens. De toutes les manières, on vient de la terre d'Afrique, ces choses-là. Après, il y a des similitudes. Il y a tant de choses à faire ensemble il était vraiment dommage que nous avons perdu autant de temps. Ça, et ça, c'est bien de le préciser. Mais comme disait Fanon, il faut marquer sa génération. Donc nous, on a voulu le faire. Et si ça peut servir pour la suite et ne jamais casser ce lien-là, ce serait tant mieux.
Donc la nécessité est arrivée. Je pense qu'il y a eu presque un appel. Je crois que ce n'est même pas un phénomène de mode ou c'est vraiment un appel parce que nous voulons que ces partenariats soient profonds, féconds, pour pouvoir mieux connaître. Parce qu'on sent que chaque fois qu'on se rencontre, chaque fois qu'on se déplace, il y a des similitudes, il y a des choses qui nous ont séparés trop longtemps. Et si on peut recoller ça en l'espace des relations, des échanges, ce serait tant mieux pour nos territoires. On est très loin, mais quand on regarde sur nos comportements, sur notre culture, on est tellement près que pour nous, on l'a fait. On ne s'est même pas posé de questions. C'est maintenant qu'on se dit, mais il y a des années, pour le 27 mai, c'est une date, je veux dire, qui marque, qui nous parle. Et on le fait le 27 mai. Donc, vraiment, c'était pratiquement bienvenu de pouvoir démarrer ce chemin que nous espérons prendre avec cette coopération, je veux dire, avec les différents pays de l'Afrique. Et justement, vous avez parlé que ce n'était pas forcément un effet de mode. Vous, en tant que premier entier vice-président du Sénat, pensez-vous que justement votre nomination a fait vraiment bouger les lignes? Ou comme vous l'avez dit, ça a pu justement pas forcément faire un petit effet et au final, ça n'a rien abouti. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ont pensé les institutions françaises lors de cette visite de l'ambassadeur congolais? Alors, vous savez, quand vous êtes dans un moule, vous avez pratiquement des choses que vous réalisez en répétition. Vous êtes français, vous êtes caribéen, vous êtes sur la terre d'Amérique, vous êtes européen, et en souche, vous êtes africain. Nous, c'est notre société, notre culture, c'est ça, avec etc., de ramifications. Et quand vous osez je veux dire, prendre une forme de responsabilité, d'engagement et dire que nous allons inspecter là et nous allons conquérir un petit peu des parcelles de territoire, en tout cas conquérir dans le sens du savoir et des échanges, ça bouscule les habitudes. Hein. Je pense que très certainement la préfecture, l'État se posent des questions, oui. Mais il n'y a pas de loi interdisant quoi que ce soit. Au contraire, il y a un mouvement de coopération qui se fait et nous allons poursuivre ce mouvement-là. Et d'autant plus qu'on voit que ça bouge. Ouais, ça bouge. Vous avez parlé de... Moi, je suis qui aurait pensé quelques années qu'un Antillais, un Guadeloupéen soit vice-président du Sénat. Ça, c'était... Moi, c'est avec bonheur, je l'ai fait pour dire à cette génération que rien n'est impossible. Voilà, les portes sont ouvertes, il suffit de les pousser et de le faire avec honneur, respect et engagement. Et donc tout cela, si ça peut participer à élargir cette relation, ces coopérations, si c'est un signal, tant mieux. Donc c'est aussi cela que j'ai voulu tracer au travers de ma responsabilité en tant que vice-président du Sénat, mais surtout et le faire dans une forme d'équipe, pas seule, puisque rien ne peut arriver seul, rien ne peut se faire seul, en co-construction, en collaboration avec, je veux dire, le mouvement local, à savoir département, les élus locaux, pour donner un sens officiel à cette coopération, à ces échanges-là, et entraîner avec nous les associations, le mouvement culturel, puisque là, il s'agit de champs mémoriels et des échanges qu'on peut construire avec beaucoup d'items. Et d'ailleurs, est-ce que la mémoire partagée suffit-elle justement à fonder les relations afro-caribéennes ou alors il faut-il repenser les liens entre l'Afrique et justement les Caraïbes? Bien sûr, peut-être pas repenser, mais approfondir les liens avec la Caraïbe et les Antilles et ouvrir le livre, comme je dis souvent d'une manière très simple, ouvrir le livre, parce qu'il y a tellement de choses à connaître
Et puis la connaissance, c'est une force incroyable. Hein. Donc ça nous donne une forme de comparaison avec ce qui avait été dit, ce qui a été raconté et la réalité des choses. Donc je pense qu'on est arrivé à un stade où on doit ouvrir ce livre-là et continuer et inciter les générations pour que jamais qu'il y ait de distorsion ou de lien coupé, quoi. Et justement, cette génération, parce que qu'en est-il, monsieur le sénateur, de la justice réparatrice qui est vraiment au cœur, là, justement, des revendications, que ce soit de la jeunesse, des associations, et même au-delà du symbole, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est quelque chose qui nous relie un peu entre l'Afrique et les Caraïbes, cette question-là de réparation. Alors, la question de la réparation, il faut l'aborder pas d'une manière simpliste, réparation, on va réparer quelque chose. C'est ce que nous avons engagé. C'est une forme de prise de conscience qui fait partie des éléments de la réparation. C'est-à-dire ne pas se mettre des barrières, de considérer qu'on va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on toucher l'horizon, jusqu'aussi à tester l'interdit. Qu'est-ce qui serait interdit qu'on ne pourrait pas faire avec nos frères et sœurs, nos générations? Donc pousser. Et à un moment, faire admettre, pousser et faire admettre. Une fois qu'on admet que c'est naturel et c'est normal, c'est déjà une forme de réparation. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la place qu'on n'aurait jamais dû perdre. Donc dans ce sens-là de réparation, c'est-à-dire ne pas se donner des barrières, de pousser très loin les réflexions, les échanges, pour que nous puissions vivre, pas avoir en tête une quelconque réparation, mais être nous-mêmes et ce que nous sommes toujours, mais avec pas assez d'ambition. C'est l'ambition. Et une fois qu'on développe ces concepts-là, on commence à discuter pied à pied et on avance nos pions. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le percevoir. En tout cas, l'Union africaine et la communauté des Caraïbes ont formé une alliance assez stratégique pour intensifier justement la pression sur les anciennes puissances coloniales. Mais la Guadeloupe, parce que vous, en tant que justement sénateur de la Guadeloupe, est-ce que vous pensez qu'elle est prête aussi à faire ce pas-là d'unité pour justement effectuer cette pression, on va dire, sur cette réparation? Bien sûr, c'est ce que nous avons commencé à faire de par ces actions que nous menons. Coalition, échange, rassemblement, partager nos savoirs, créer les conditions pour infléchir une situation, hein, pas aller très directement, mais ça peut. Justement, est-ce que vous ne craignez pas que justement Paris soit un peu froissé par rapport à ces projets? Il ne faut pas se mettre des limites. Paris, je veux dire, comme disent les jeunes, fait ses affaires. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et on ne va pas mettre, je veux dire, tout de suite des freins. On va jusqu'au bout, je le répète, comme ça, on fait ce que nous devons faire. Et s'il y a des choses, on aura des réponses. Je pense qu'il faut conquérir tous les champs et ne pas se mettre des barrières. Quand je dis ça, j'ai une petite pensée pour la Guadeloupe, sur les évolutions institutionnelles, si on veut parler plus politique, les évolutions statutaires. Il faut repenser toujours son territoire et remettre toujours le couvert sur ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait aller plus loin, et sans se mettre des barrières, puisque, je veux dire, quand les conquêtes des îles se sont réalisées par le passé, c'était des ventes de territoire. Et si vous évoquez ça maintenant, c'est très grave. Et donc nous avons survécu à tout cela. Bien sûr, ça a dénaturé, ça a permis de nous éloigner. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour nous rapprocher, pour être plus forts, ne pas penser à... On sait qu'il y a la France avec, je veux dire, nous sommes français par l'histoire, mais nous avons aussi notre culture, nous avons aussi notre relation, nous devons nous développer. Nous sommes des territoires. Et c'est pour cette raison que la fameuse phrase revient, la France ne serait pas la France sans les territoires d'outre-mer. Quand on dit que nous sommes deuxième au monde sur la biodiversité, sur l'espace maritime, la zone exclusive, c'est nous qui donnons ce cachet à cette France-là. Donc on doit prendre le leadership là où on peut le prendre.
Donc c'est pour cette raison qu'on ne doit pas se mettre en amont d'emblée des barrières. Il faut aller, puis s'il y a quelque chose, on va discuter pied à pied. Il n'y a pas question d'être, ne ce soit de seconde roue du carrosse. Ouais, Il faut être en pole position et être debout derrière ce qu'on dit. Donc il faut démontrer tout ce qu'on veut faire. Pas se mettre de barrières. Si on veut dialoguer avec quel que soit le pays, on doit pouvoir le faire au travers nos territoires. La France, on sait qu'elle est là, mais le monde bouge. Et au-delà justement de ce devoir de mémoire, car on parle beaucoup, là on a parlé beaucoup de dialogue renouvelé, mais dans les faits, au niveau des échanges un peu commerciaux entre l'Afrique et la Caraïbe, ça représente toujours moins de 1% du total. Pourquoi si peu de résultats concrets après tant de sommets, tant de démonstrations justement? Alors il faut passer, nous avons déjà franchi une étape, cette étape de la connaissance, d'une forme de coopération, d'échange, je vais dire... il y a eu plusieurs déclarations d'intention. De discussions, d'échanges, de déclarations. Maintenant, il faut passer à une phase opérationnelle. Et là aussi, comme nous l'avons fait au début, cet échange, connaître l'histoire, connaître notre propre histoire, il faut passer à une phase, je dirais, fonctionnelle, d'échange. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous allons approfondir les échanges quand l'ambassadeur vient pour mieux connaître le pays, comment investir et réciproquement, comment partager nos produits, comment partager nos savoir-faire, de l'ingénierie à mettre sur place. Je pense que nous avons nos particularités. La France ne peut pas répondre aujourd'hui à toutes ces préoccupations. Et donc le puzzle, il faut utiliser tous les éléments du puzzle. Nous sommes sur un territoire, je l'ai dit, caribéen, à moins de 4 heures de Miami, à moins de 5 heures de tous les pays qui nous entourent, les grands pays de la Grande Caraïbe, à la fois américains, à la fois caribéens, français, européens, africains de base. Et donc les ingrédients sont là, c'est à nous de matcher tout ça et d'établir ce qu'on appelle les vrais ponts. Aujourd'hui, il y a une tendance d'une génération qui souhaite investir dans les pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique stabilisés qui souhaitent investir, et réciproquement sur l'ingénierie, la connaissance africaine, qui est ces échanges-là, qu'on puisse mettre en place un modèle économique qui n'existe peut-être pas aujourd'hui, oui. Mais c'est le nouveau modèle économique qu'on parle en termes de slogan, mais le réaliser avec les gens qui réagissent rapidement sur nos pratiques, sans pour cela faire de l'ostracisme, mais conquérir le monde. C'est ça, conquérir le monde, c'est aller et faire. C'est pas de parler du monde à conquérir. C'est bien évidemment ça. Et puis, monsieur le sénateur, il y a des grandes puissances comme la Chine et l'Inde qui sont des grands investisseurs, notamment en Afrique, alors que justement la France aujourd'hui et la Caraïbe peinent encore un tout petit peu à s'imposer, même si elles sont majoritaires. Est-ce que ce n'est pas là justement parce que les Africains aussi ont fait leur choix en soi et que maintenant, comment vous allez faire pour justement être un peu plus... un peu plus attiser cette envie de faire justement cette coopération-là, étant donné que les grandes puissances sont déjà là, la Chine, l'Inde. Comment maintenant on fait pour être un peu plus attiré? C'est un débat qui dépasse l'entretien que nous avons, parce que ça prend du temps, mais juste 2 mots. C'est la faiblesse de la France qui fait tout ça aujourd'hui, il faut le dire. Dans les années 60, quand nous avons connu l'indépendance de pas mal de pays d'Afrique et notamment de l'Ouest, souvenez-vous, la Côte d'Ivoire était française, le Sénégal, bref, il y avait un ministre d'État qui a écrit, enfin en tout cas qui a participé à l'écriture de la Constitution, au fouet. Oui. D'accord. Donc les années 60, l'époque glorieuse, la France n'a pas soutenir cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est un paradigme qui change. Donc la France en faiblesse dans ces territoires-là, la Chine qui veut se placer par rapport aux Russes, c'est un combat commercial qui se donne, et la France ne peut plus suivre. Nous, dans nos territoires éparses, mais avec une forte, je veux dire, envie d'implication, justement, nous ne devons pas laisser passer ce train-là. Nous devons je veux dire, intégrer ce mouvement-là. Et intégrer ce mouvement-là... une forme de couverture mais intégrer ce mouvement-là avec les produits, ce qu'on appelle les produits, les personnes du terroir. On gagne du temps
quand on se rattache au terrain rapidement. Donc pour avoir notre place, peut-être pas à la même dimension, mais il faut qu'on soit là. Et c'est pour cette raison que la coopération, puisque quand il y a une bonne coopération et de partage de connaissances et ce qu'on appelle de l'immersion directe, avec l'envie de partager, eh bien, là, ça devient beaucoup plus fécond et plus durable. Et c'est ce que nous ne devons pas, que ce soit les pays d'Afrique, que ce soit les pays de la Caraïbe et notamment les Antilles, Guyane, nos territoires en France, nous ne devons pas laisser passer le train de ce changement mondial du commerce. Nous devons de notre part. Et c'est ce qui se fait avec une génération, et que les collectivités, en tout cas ceux qui s'intéressent à ça, nous essayons de faire passer pour pouvoir obtenir, ne serait-ce une parcelle de ce terrain-là. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de l'émission, Monsieur Théophile. L'Union africaine considère désormais la Caraïbe comme sa 6e région. Mais à l'heure où le commerce du coup Afrique-Caraïbe pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028, qui va réellement profiter de cette croissance? Est-ce que c'est vraiment la population locale, les entrepreneurs, les jeunes? Est-ce qu'ils seront-ils intégrés dans cette croissance-là? Voyez-vous, cette croissance-là et la manne que vous avez évoquée, il n'est pas question que ces territoires-là ne puissent pas faire bénéficier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de multinationales étrangères. Bien sûr. C'est pour cette raison qu'il faut à la fois le développement de cette coopération. Il y a, dans le commerce, il y a aussi la santé. Il y a beaucoup de sujets à engager pour qu'il y ait une coopération de confiance avec ces territoires-là. Réguler ce marché-là, parce que si ça part comme ça, vous voyez... ce sera réduit notre portion sera réduite à une portion congrue. Donc la régulation du marché à l'intérieur de ces pays qui vont s'engager. Et puis ce contact plus étroit de partage d'ingénierie, de sauvegarde de l'âme de différents pays, je pense que ça peut compter aussi pour pouvoir contrôler ces flux financiers, même s'il y a des flux puissants financiers, mais si c'est régulé, chaque pays doit pouvoir mettre en place des dispositions qui permettent d'arrêter ou en tout cas contrôler le flux qui aura. Ça dépend à l'intérieur de chaque constitution, de chaque pays, s'il y a un intérêt partagé de le faire, parce que seule la loi, la réglementation et la régulation qui peut atténuer ce qui est, si on ne le fait pas, qui peut devenir irréparable. Et justement, parce qu'en soi, comment on peut parler de coopération alors que la Guadeloupe, juridiquement, reste économiquement et politiquement la région française? Comme vous l'avez dit, il y a des normes justement à suivre. La fiscalité, même les accords commerciaux sont dictés donc par la France et l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que justement c'est ce frein majeur qui fait que ça met du temps encore à se concrétiser? Mais c'est ce frein. Les normes. Comment contourner ça du coup? Parce qu'en soi, on a l'impression que c'est vraiment les îles, en tout cas françaises, sont une couverture pour justement s'intégrer. Comment Très bien. Vous touchez du doigt un sujet d'actualité. Et d'ailleurs, c'est la réflexion qui est menée dans nos îles, je dirais, Martinique et Guadeloupe. Ne serait-ce que ces deux-là, qu'on connaît bien. Voilà. Il y a ce qu'on appelle chez nous, dans la Constitution française d'ailleurs, l'évolution institutionnelle que nous pouvons avoir, c'est-à-dire avoir plus d'autonomie et peut-être passer jusqu'à l'indépendance, mais ce sont des étapes de la vie. Aujourd'hui, nous avons vu que l'économie française, l'organisation du système même économique mondial, les choses ont bougé. Il s'agit pour ces territoires de pouvoir se développer en se basant sur les ressources propres. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce qu'on appelle un congrès qui permet aux territoires d'outre-mer d'aller plus loin, en forme d'autonomie, dans le cadre d'une évolution statutaire et d'une évolution institutionnelle, de permettre d'avoir plus de marge de manœuvre pour pouvoir avoir un pouvoir normatif, c'est-à-dire adapter les lois, comme un peu la Polynésie et d'autres, adapter les lois, et, comment dirais-je, la préférence locale, qui existent déjà en France, donc les appliquer. Et ça permettra de développer une coopération intelligente qui donne plus de marge de manœuvre pour le faire. C'est ce sur lequel que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu un congrès il y a une semaine à peu près qui a pris une résolution de faire bouger les choses. Et ce congrès qui fixe un certain nombre de conditions, on va présenter le projet, l'avant-projet au gouvernement, et c'est le peuple qui décidera. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, au moment venu, vont voter. Bien sûr, nous sommes dans une démocratie. Mais pour cela, il faut convaincre.
il faut que ça soit très pragmatique, il faut aller vers la population, lui expliquer les tenants et les aboutissants et je veux dire, ce qu'on va y gagner en termes de... Puisque ce n'est pas facile, c'est un combat de longue haleine, mais c'est un combat, il faut avoir beaucoup de pédagogie. Et ce sera une porte ouverte, en dehors de notre organisation locale, une porte ouverte pour plus de coopération, justement, à l'international, avec une coopération décentralisée beaucoup mieux vérifiable, mesurable, ce qu'a failli un peu, je pense, l'État français a d'autres choses en tête aujourd'hui, de s'occuper directement de nos économies, et c'est à nous de prendre le lead et de le faire savoir. Merci beaucoup, Monsieur Théophile, ancien donc vice-président du Sénat et sénateur de la Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.